C'est bien pour qui, surtout? Pour ceux qui tiennent la laisse. Où est-ce que le capital, en général, est attiré? Par quoi? Les profits. Les profits. Et où est-ce qu'on trouve des profits actuellement? Où est-ce qu'ils se multiplient comme des petits pains? Vous qui avez des ordinateurs, là. Le numérique. Dans le numérique, le capital, depuis la crise du Covid, a choisi le numérique, les start-up, la santé particulièrement. Enfin, quand je dis la santé, je devrais plutôt dire la e-santé. L'argent de la BPI, c'est l'argent de la République, hein, c'est l'argent de la nation, c'est le patrimoine public. On l'oriente vers, en vue de faire, comme on dit, des effets de levier vers la sphère privée de financement de l'économie, en vue de dégager des plus-values, des taux de rendement qui reviendront vers les investisseurs. Tout ceci relève aussi d'une logique un peu d'une noblesse d'État, un peu. Noblesse d'État, de connivence, etc. Alors, noblesse d'État, mais cette génération-là, elle n'a pas été formée en 45 ou 46. Donc, les noblesses de l'État dérégulées. 30 ans que les services publics sont petit à petit sabotés et détruits. 30 ans de casse des services publics orchestrés par nos élites politiques et impulsés par les élites économiques. La casse du siècle, comme indiquait le titre de l'ouvrage coécrit par Pierre-André Juvin, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, ceux qui tiennent la laisse, c'est l'odyssée que le journaliste Gilles Balbastre a décidé de mener au sein des élites politiques, économiques et industrielles. Tu es connu pour avoir co-réalisé les nouveaux chiens de garde, et tu nous expliques effectivement comment, petit à petit, la puissance privée a pris le pas sur la puissance publique avec l'appui financier de cette dernière. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cet entretien. La crise Covid avait déjà bien mis en exergue à quel point les services de santé avaient été démolis au service de la révolution numérique et des startups de l'e-santé. Donc, c'est pour parler de tout ça que je t'accueille sur le plateau du Média. Bonjour Gilles. Et donc, comme je le disais, tu t'attaques un peu aux cases du siècle, pour reprendre le titre du fameux livre. Si on prend bien la genèse de ce projet, de ce film, ceux qui tiennent la laisse, alors certains penseront que c'est la suite des nouveaux chiens de garde. Au bout de la laisse, il y a des chiens de garde, mais c'est pas vraiment une suite, parce qu'il faut jamais oublier que ceux qui tiennent la laisse ne tiennent pas que la laisse des journalistes. Ils tiennent la laisse de l'économie, ils tiennent la laisse de la démocratie, ils tiennent la laisse de notre monde. Donc au départ, ce n'était pas un film précisément sur la santé, d'autant plus que ce film a commencé avant le Covid. Donc c'était, tu l'as résumé au départ, les 30 ans qui se sont passés, qui ont déroulé une casse des services publics, comme tu dis, mais surtout qui ont mis en place quelque chose qu'on peut appeler la troisième révolution industrielle. La première, ça a été l'industrie, la deuxième, ça a été les services, la troisième, c'est la téléphonie et le numérique. D'autant plus que notre président, enfin notre, moi, je ne me sens pas trop proche de ce président-là, mais le président actuel, bon, manifestement, hélas, qui a des risques de l'être peut-être encore, c'est peut-être, je dirais, le président le plus typique de cette troisième révolution numérique. C'est la Startup Nation. Tous ses copains, c'est des patrons, des milliardaires, des GAFA. Il a été applaudi par ces gars-là. Et ces gars-là sont des milliardaires assez récents qui se sont fait leurs milliards, leur fortune sur le dos de la dérégulation d'un service public qui s'appelait la téléphonie. Faut pas l'oublier. Le système financier qui est devenu totalement dérégulé et qui a permis une accélération du processus. Et l'idée, c'était de montrer comment le capital, à chaque fois qu'il entame une révolution, entre guillemets, c'est pas la révolution qu'on souhaiterait, hélas, il ne fait que prospérer. Il ne fait que augmenter comme c'est pas possible. Oui, ça va toujours dans l'avantage de ses profits. Des profits énormes. Et les revenus boursiers. Les Niel, les Drahi, ceux qui sont arrivés dans les 500 premières fortunes que fait chaque année Challenge, le magazine Challenge, il y en a de plus en plus qui viennent des GAFA. Voilà. Ouais. Et donc, c'était de ça dont on voulait parler. Et bam, il y a le Covid qui arrive. Oui, voilà, donc, c'est ça. Ça se casse la figure. C'est un peu... Parce qu'en fait, tu es parti sur un tout autre projet. C'est le Covid qui t'a mis la puce à l'oreille. Ah ben oui, mais c'est pas la puce à l'oreille, c'est qu'il a cassé le projet au départ. Ça a fait un arrêt
du processus de travail du film. Mais en fait, ça n'a pas fait un arrêt. Ça a permis d'éclairer, mais vraiment très bien, le processus. Parce que je me rappelle avoir téléphoné, je travaille avec 2 sociologues, François Denord et Paul Lagneau-Imonnet, en lui disant oh, ben zut, on va être obligé de parler de la santé quand même. Il me dit mais il n'y a pas de problème. Il y a les mêmes processus de financiarisation de la santé que dans le reste, dans la téléphonie. Et j'ai fait un truc tout bête. Je suis allé... il y a un fonds d'investissement anglo-saxon qui s'appelle Cinven, qui est à la base de la fortune et de l'empire de Patrick Drahi. Vous connaissez Patrick Drahi, SFR. Il s'est fait sa fortune sur la concentration du câble. Le câble était partout en France. Il a acheté tous les réseaux de câbles grâce à ce qu'on appelle un LBO. Le LBO, c'est une technique financière où tu n'as pas d'argent, mais tu peux acheter. Mais enfin, toi, moi, les camarades qui sont derrière les caméras, ils ne pourront pas le faire. Il faut avoir des acquaintances, des copains un peu dans les banques. Et tu rachètes. Et il a concentré, grâce à Cinven, le câble. Et après, il a acheté SFR, toujours sans argent, mais avec des dettes colossales. Et pareil, Cinven était là. Eh bien, je gratte, je fais Cinven. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Que Cinven, en 97, rachète, après avoir beaucoup trafiqué dans la téléphonie, la Générale de Santé. La Générale de Santé, c'est maintenant Ramsay, c'est le premier opérateur de cliniques et d'hôpitaux privés, donc vous voyez, c'est le gros truc. Il le rachète en 97. Et ils le revendent en 2003 en se faisant un fric pas possible. Ils s'est déjà fait un fric pas possible avec Drahi, ils se font un fric pas possible. Et ils se font un fric pas possible parce qu'en 2003, il y a la fameuse T2A, la réforme T2A de Mattei, du ministre, qui va mettre en place la comptabilité dans les hôpitaux, c'est-à-dire vraiment la dérégulation totale et la marchandisation totale. Et les gars, ils ont le nez, ils savent qu'ils vendent, et ils vendent en 2003 au début d'un truc qui va rapporter encore plus. Et on voit ces fonds d'investissement qui étaient dans la téléphonie, et pop, qui vont dans la santé. Et donc voilà, je me suis mis à travailler sur la santé, parce que je me dis d'abord, on est toujours dans l'histoire, j'ai avancé un peu plus, et surtout en plus, on est dans une histoire, la santé, qui concerne tout un chacun, et je ne vais pas faire... on l'a vu parce que le vendeur de services, mais commencer un film avec la santé, bon, tu peux accrocher un peu. Et, oui, bien sûr. Il n'est pas désagréable d'accrocher du public pour faire venir du monde. D'autant qu'on est en plein dans l'actu et que, on savait déjà que les services hospitaliers avaient été délabrés, mais le Covid, la crise Covid l'a mis en exergue complètement. Avec le fait qu'on pouvait plus, il n'y avait plus de place pour soigner les malades non Covid, qu'il n'y avait même pas non plus assez de place pour soigner tous les malades Covid. Donc c'est que on a vu l'ampleur, on a pu vraiment expérimenter l'ampleur du désastre. Et surtout, il y a cette déclaration de Macron le 12 mars 2020, au début de la pandémie, où il dit les yeux dans les yeux des Français, mais plus jamais ça, on ne peut pas laisser sur le marché certaines choses comme la santé. La santé, c'est un bien public. Tu as la larme à l'œil, tu fais « Oh !» Il a été piqué par un virus keynésien, collectif, de service public. On se demande ce qui lui arrive. On est presque ému. Si on n'est pas con, quand les infirmières sont en grève, si on n'est pas con, on n'est pas ému. Mais si on est con, on peut être ému. Et on dit Macron, etc. Et en fait, mais c'est une machine qui fait tout le contraire. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a une délabration et un constat que l'hôpital public est déjà très malade, mais ça accélère la maladie. Mais le processus va accélérer un autre phénomène qui est le numérique. Mais dans la société en général, tous les acteurs du privé, là où le public, de toute façon, c'est toujours la même chose. Là où le public recule, le privé se. Oui, mais alors le numérique va profiter de ça avec tout ce qui est le travail à distance, etc., dans tous les points. Et la téléconsultation, Doctolib, par exemple, ça va être une explosion de Doctolib. Donc le numérique voit l'intérêt, mais dans tout, avec l'éducation nationale aussi. Il y a du distanciel, donc du numérique. Donc ils se disent, c'est le bon moment où accélérer. Voilà, c'est le bon moment où il faut y aller. Et dans la santé, notamment, il faut y aller. Et là, ils vont y aller. D'autant plus que le Macron, lui, contrairement à ce qu'il dit le 12 mars, c'est une machine à accélérer ce processus. C'est un start-up nation. Il a tous ses copains dans les GAFA. Seigniel, son meilleur copain. Il a inauguré Station F à Paris, qui est l'incubateur européen et mondial des start-up. Enfin bon, il est là-dedans. Et je continue à gratter. Je m'aperçois effectivement qu'un des nouvelles Eldorado du capital, ça devient la e-santé. Oui, voilà. parce que ça devient la e-santé. C'est un milieu extrêmement lucratif.
C'est selon les chiffres, quelque chose comme 13% du PIB de oui, l'Union 13, européenne. 15 et 18, ça augmente de plus en plus. Donc effectivement, c'est énorme. Il y a une technologie industrielle importante dans la santé, des machines, des produits, etc., donc, que tu peux vendre. Et surtout, ça va être tout le connecté. Hein. Les montres connectées, les vêtements intelligents connectés pour voir tes rythmes cardiaques, tout ce qui est le diabète, les maladies chroniques connectées. Hein. Tu as tes trucs de diabète, hop, ça part directement chez toi, etc. C'est formidable. Voilà. Ça devient les colporteurs des Far West, tu sais, avec le produit miracle, etc. Et là, on s'aperçoit que, 1, c'est pas le produit miracle, 2, ça peut être dangereux, mais que 3, pour que ça devienne hyper rentable, tu dis 13% du PIB, tu as raison, mais la deuxième chose importante, c'est que non pas les produits eux-mêmes connectés, mais l'utilisation de ces produits va avoir une accélération qui soit remboursée par la Sécu. Oui, c'est comme si tu remboursais, si tu veux, à l'utilisateur de la bagnole pour qu'il aille au travail, l'utilisation d'une bagnole. T'imagines Peugeot et Renault, il serait content. Ben là, c'est pareil, si tu veux. Tu as ta montre connectée, si tu veux, et la Sécu rembourse. Mais pour que la Sécu rembourse, il a fallu accélérer. Là, je viens d'apercevoir qu'ils accélèrent les processus en levant des barrières, des verrous, pour accélérer les verrous. Tu comprends les verrous. Le libéralisme déteste les verrous, les normes, etc. C'est les contraintes, si tu veux. Ouais. Les lois sur le littoral, ça empêche de faire de la promotion immobilière sur le littoral. C'est dégueulasse, c'est beaucoup plus mieux des beaux immeubles sur les côtes, quand même. Ça remplit les poches de certains. Ben, c'est pareil pour la e-santé. On a vu en Espagne. Hein, ouais, voilà, ou en Belgique, la côte belge. Moi, j'habite Lille, je vous recommande une partie de la côte belge. Parfois, au mois d'avril, il n'y a plus de soleil sur la plage, tellement que les immeubles sont hauts. Oui. Donc c'est ça, faire sauter les verrous. Ben, ils font sauter les verrous avec des produits qui vont de plus en plus être remboursés. Avant, par exemple, et ça va être des dérogations qui sont mises en place par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, etc. Mais vraiment, c'est Macron qui impulse ça. Des dérogations avant que le processus clinique, l'étude clinique ait abouti. Ouais. On autorise l'utilisation remboursée par la Sécu du produit. Comme ça, les fonds d'investissement, puisque c'est autorisé, c'est remboursé, ils y vont. Et après, bon, l'essai clinique, il se termine, si tu veux. Mais comme il y a 1, le remboursement, et 2, les fonds d'investissement qui ont été sur le produit, on valide, grosso modo, le remboursement. Même si l'essai clinique, il est un peu raccourci, un peu rapide. Mais si je peux me permettre, ça donne... on a été tourné dans un lieu qui est hyper important là-dessus, parce que l'argent public sert à... Oui, voilà, c'est ça. Là, on y vient justement, parce que tu parles de remboursement par la sécurité sociale, et en fait, effectivement, on peut se dire, bon, c'est privé, après tout, on vit malheureusement dans une société capitaliste où on peut... La Sécu, c'est quand même notre argent. Où on aurait soi-disant le droit d'entreprendre, la liberté d'entreprendre, quand même bien Macron, mais... En fait, tout ça est financé par de l'argent public via notamment la BPI, donc la Banque publique d'investissement, et la CDC, la Caisse de dépôt et conciliation. Oui, voilà. Parce que, alors, ce qui s'est passé, il y a des teasers sur Internet, t'en montrera, c'est que il y a un gars qui est vachement bien, qui s'appelle Jean-Philippe Gasparotto, qui est le secrétaire CGT de la CDC, mais qui est un mec super bien et qui connaît et qui étudie très bien ce qui est en train de se passer. Macron, en 2018, a fait un pôle public financier, a créé un pôle public financier. Il a fait de la CDC l'actionnaire majoritaire de la Poste. La Poste, c'est la Banque Postale aussi. Hein. Ouais. Avec la Caisse nationale d'épargne, ce pôle public financier, c'est l'argent notamment d'épargne, et qui est totalement dévoué au privé, et notamment aux start-up, au numérique, et notamment au numérique de la santé. BPI, la Banque publique d'investissement, qui est une grosse machine, actuellement, ils donnent de l'argent aux start-up. Alors, il y a plusieurs processus pour investir dans les start-up. Il y a ce qu'on appelle l'amorçage. Tu as une idée, tu fais un amorçage. Après, tu as le série A, série B, série C, ça augmente. Hein, d'accord ? Eh bien, la BPI est constamment là-dedans pour assurer. Pour assurer, au fond, les investissements privés qui ont une toile de sécurité publique. Et donc, ça ne peut pas se casser la gueule puisqu'il y a de l'argent derrière. Ouais. Donc, eux, ils arrivent en second, ils mettent des billes pour très vite les retirer et pop, pour décupler. C'est magique, hein. Ouais. C'est vachement bien. Il y a un mec, par exemple, on le retrouve, Xavier Niel. Niel. D'ailleurs, on le voit dans le teaser de... on le voit. Il a monté un business angel. J'adore tous ces noms-là en plus. Business angel, ça fait beau. Hein. Ouais. Les anges des affaires. Qui investit, c'est un des plus gros investisseurs dans le numérique, et notamment dans le numérique santé.
Alors il se trouve que Xavier Niel est un grand copain du patron de la BPI, Nicolas Dufourcq. Ce film va être aussi un film sur les élites françaises, la noblesse d'État, hein, comme disait Bourdieu. Cette noblesse, on va y revenir, mais c'est un grand copain. Et lui, Nicolas Dufourcq, qui est le patron de la BPI, est un mec extraordinaire. C'est un haut fonctionnaire, énarque HEC. Ouais. Sa maman était une Juppette, ministre de Juppé à l'époque, et son papa était grand diplomate. Le gars, il est né dans le 8e et il n'a jamais dépassé le 8e. Il dépasse le 8e de temps en temps pour aller faire chaque année un sommet de l'Himalaya. Ouais, d'accord. Ils sont bien. Ils collectionnent des Stradivarius. C'est des gens très très bien. Il est au dîner du siècle, bien entendu. C'est des gens très fréquentables, mais vraiment propres sur eux. Et ce gars-là, il est dans cette machine de dérégulation dont tu parles. Et bien en 1993, il est conseiller d'un ministre de la Santé, 92-93, de Rocard, socialiste, René Telade, qui va mettre en place la première loi de comptabilité du service public de la santé. Donc, une première loi de dérégulation. Et bien, tu retrouves le Nicolas Dufourcq là-dedans. 2 ans après, il part à France Télécom, numéro 2 de France Télécom, et il participe à la dérégulation de France Télécom. Tu t'y crois pas, tu veux. C'est des mecs dans l'ombre. Ce sont des serial killers. Mais ils sont dans l'ombre. Ils ont détruit les services publics et tout ce qui fait nos protections, nos acquis, etc. Et ils continuent. Et tu le retrouves là, à la manœuvre de la BPI, en train de filer l'argent à ces startups de produits bioconnectés qui posent vraiment problème. Alors, on a déjà des gros investisseurs qui viennent les financer. Donc on se dit, pourquoi l'argent de la BPI va à ces startups-là et pas à des PME qu'on aurait vraiment besoin. À la base, c'était ça l'intérêt de la BPI. La BPI. Quand même, pour informer le grand public, c'est que c'est pas du tout un complot, mais c'est une stratégie. Et ça remonte déjà à Marisol Touraine, ministre de la Santé sous Hollande, où il y a vraiment un projet d'innovation comme ça. Et le projet, il est quoi ? Effectivement, diminuer les moyens du service public. On ferme des lits, on supprime des postes de soignants, d'accord ? Mais à côté de ça, on fait la e-santé. Pourquoi les produits connectés ? Parce que les produits connectés, c'est le garant de ce qu'on appelle l'ambulatoire. Tu vas plus à l'hôpital, mon gars, puisque tu as un produit connecté. Tu es chez toi. Donc, tu valides la désertification médicale, la casse des lits, la suppression. Parce que c'est ça, même TF1 et CNews, maintenant, on fait les soignants et les soignantes qui pleurent parce qu'ils en peuvent plus. Et quand CNews et TF1 fait le pleur des soignantes, tu te dis, c'est que ça risque plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut aller derrière. Ils vident les poches pour remplir des poches. C'est ça le capitalisme. Donc il faut arrêter d'applaudir bêtement le soir, comme on a fait pour les lits d'hôpitaux et les soignants. Il faut surtout s'aiguiser les canines pour aller regarder ceux qui tiennent la laisse. C'est-à-dire ceux qui sont en train de capter toutes nos richesses. Parce que là, il y a du hold-up. Complètement. D'autant qu'à cette même période, si je me souviens bien, dans une des régions les plus touchées à l'époque, c'était l'Est, la région Grand Est, des fermetures de lits étaient encore en train de s'opérer au CHRU de Nancy, par exemple, pour prendre un cas symbolique de cette époque. Donc, même en période de Covid, les gars continuent de faire leur tambouille. On va aller dans un département de l'Est qui s'appelle la Meuse, qui est un petit département, où c'est une terre d'expérimentation. Il y a eu, qu'on appelle, 24 projets d'innovation en France, faits par le gouvernement, etc. Alors Dunkerque, c'est l'hydrogène, il y en a 24. Et un des 24, c'est la Meuse, et ça s'appelle Imeuse Santé. C'est la santé terre d'innovation. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un des départements où il y a le plus de désertification médicale, où le groupement hospitalier territorial, c'est-à-dire les hôpitaux autour de Verdun, il y a une casse énorme. Fermeture de services de maternité, fermeture de services de cardio, etc. Par exemple, en 2009, à Bar-le-Duc, ils ferment la maternité. L'ARS, l'Agence nationale de santé, fait au même temps un salon des produits connectés, start-up, de maternité. C'est-à-dire des échographies connectées à la maison, etc. C'est-à-dire qu'ils mettent en place... c'est vraiment une terre d'expérimentation de vider les lits, supprimer les soignants et mettre des startups à la place pour valider l'ambulatoire. Et à côté de ça, ces startups sont financées effectivement d'une part par la BPI et après par des fonds d'investissement. Alors les gens vont dire, pourquoi pas si ça marche ? C'est ça, si ça marche. Parce que je travaille avec un autre gars qui s'appelle Frédéric Piru, qui est un sociologue de la santé, et il dit dans le teaser qu'on a mis en place, il dit, l'idée aussi des ultralibéraux, c'est qu'on devienne des auto-entrepreneurs de notre propre santé.
Ouais. On devient des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur de ma santé. Ouais, sauf que ça peut marcher pour des classes moyennes, moyennes supérieures. Hein. Pour 30 à 40%, moi je vois dans le Nord-Pas-de-Calais chez moi, etc., de pauvres, de gars au RSA, etc., entrepreneur de ta propre santé, tu parles Charles. Oui. C'est quand même beaucoup mieux. Après, il faut quand même 12 ans d'études pour être médecin, donc être médecin de soi-même, ça va être compliqué. Voilà, et d'autant plus qu'il y a bien une chose, un principe quand même, quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, c'est d'être pris en charge. Ouais. Quand tu es malade, tu es fragile. Et quand tu es fragile, être pris en charge dans un système hospitalier avec des soignants, avec des gens qui viennent te voir, etc., c'est autre chose que d'avoir ta montre connectée et de savoir que tu as ton cœur qui flanche. Parce que tu as ta montre connectée qui dit que tu as ton cœur qui flanche sur ton smartphone, eh ben, il faut quand même téléphoner au 15, avoir un mec du SAMU qui vient. Ouais. Et ça, c'est un processus qui peut être long. Qui peut être long et dangereux et donc mortel. Donc, ce processus de e-santé est en plus un processus qui risque d'être très dangereux pour l'avenir et pour la santé globale de tout un chacun. Les produits de e-santé, c'est des produits, encore une fois, qui ressemblent à ces produits, ces fioles de colporteurs. Pas toutes, hein. Encore une fois, on n'a rien contre la modernité, on n'a rien contre la science, on n'a rien contre même l'innovation et le numérique. Ce que me disait Christophe Prudhomme, qui est un gars connu, un urgentiste du 93, qui est à CGT Santé, il me dit, mais la e-santé, c'est comme l'invention du scanner ou de l'IRM. C'est un progrès technique, mais ça ne remplace pas le travail fondamental qui est la clinique, c'est-à-dire la relation. Ouais. De rencontrer le patient, de savoir, quand on voit un patient, on peut voir certaines formes de pathologies qui se traduisent quand même par des façons d'aide, de se porter, etc. Ce n'est pas le produit connecté qui va le faire. Donc, c'est un leurre, c'est une arnaque de croire que ça va améliorer. Ça peut, dans des situations, pas être quelque chose de problématique, ça peut même être un progrès, mais certainement pas dans une politique globale. Cette politique de la e-santé, elle est là pour mieux faire valider la casse du service public de la santé et la baisse drastique de moyens, ces moyens qui sont transférés à d'autres, à des poches, c'est tout. D'autant que tout est si bien organisé que tout à l'heure tu parlais de Macron, ses copains, et justement il a des copains dans le domaine de l'e-santé. Le cas un peu symbolique, c'est la start-up qui s'appelle Zoï, fondée par un ancien fondateur de LRM. Zoï, c'est Ismaël Emelien, c'est un conseiller, ça a été un conseiller DSK, conseiller quand il était ministre de l'économie de Macron, et après conseiller à l'Élysée. C'est un des fondateurs de La République En Marche. Et il monte une start-up de la santé. Peut-être tu dis, le gars, c'est la communication. Hein. Tout d'un coup, la santé l'intéresse. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit le pipeau de sa start-up. Hein. Alors, cette start-up, elle dit vouloir allier sciences des données et sciences comportementales pour créer une application de médecine préventive personnalisée offrant un accompagnement numérique à ses membres. Eh bien, cette start-up, elle a un fonds d'amorçage de 20 millions d'euros. Ouais. Tu as des petits artisans qui tentent d'autres qui essayent d'avoir un peu d'argent pour acheter une petite maison ou faire un truc, ils n'ont pas. Et alors, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir qui c'est qu'il y a derrière dans ce fonds d'amorçage, donc dans ces 20 millions. Alors, les investisseurs sont Xavier Niel, puisqu'on y est, il est toujours là, lui, PDG de Free, 13e fortune française, Rodolphe Saadé, patron du leader mondial de la logistique et du transport CMA-CGM, 19e fortune française. Oui, des gars qui sont spécialisés dans la santé, hein. Ouais. Vachement. Hein. Stéphane Bunkel, alors lui, PDG du laboratoire Moderna, lui, c'est vrai que c'est la santé, 25e fortune française. Hassanin Iridji, qui est la 2e fortune de Madagascar, co-dirigeant d'Action, énergie, immobilier, fintech, services financiers et télécoms. Hein. Jean Mouex, qui est le copropriétaire du grand cru bordelais Château-Pétrus. On est toujours dans la santé, là. Enfin, plutôt dans la destruction de la santé, si on en boit un peu trop. Le banquier d'affaires Jean-Marie Messier, tiens, le revoilà. Ah oui. Ah ben oui, il continue. Hein. Emmanuel Goldstein, patron de Morgan Stanley France, une banque puisqu'on y est. Et alors l'autre, l'inénarrable Jean-Claude Marian, le fondateur d'Orpea. Vous savez, c'est l'EHPAD où on ne donne pas plus de 3 couches par vieux. Hein, je veux dire. Et ben lui, il a de l'argent apparemment pas pour les vieux, mais pour fournir encore une start-up comme Zoï. Alors voilà, vous voyez bien que ces gars-là qui mettent de l'argent, il y a Ismaël Emelien qui a un capital symbolique, etc. Mais il n'y a pas que lui, parce que lui, c'est un communicant. Ils ont aussi des capitaux. C'est parce qu'effectivement, ils ont levé les verrous, ils ont permis que la Sécu rembourse, ils ont permis, etc. Et ils ont permis de se faire un fric pas possible. Et ils savent, ces investisseurs-là,
cette brochère d'investisseurs, si ils mettent autant d'argent dans un secteur comme ça, c'est ils savent qu'ils vont se faire de l'argent. Donc c'est quasiment révélateur et symbolique d'un nouvel Eldorado qui est en train de se mettre en place. Alors, pour dire peut-être par rapport au film, c'est l'accroche. C'est-à-dire le film va commencer avec ça et peu à peu va élargir avec le numérique en général vers cette troisième révolution industrielle. Et comment on en était arrivé là les histoires de Nicolas Dufourcq qui commence en 93 comme conseiller, on aura des flashbacks dans le film. On va expliquer aussi la machine qui a été mise en place. Je vous parlais des LBO. LBO, c'est une technique financière, pareil, vous Google maintenant. Explique-nous un petit peu ce que c'est que les LBO. C'est une technique financière. Tu rachètes une boîte et tu fais rembourser la dette, c'est pas toi, c'est par la boîte que tu as racheté. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que la boîte, je ne te raconte pas les licenciements, je ne te raconte pas comment ils tirent la bête. Donc ils achètent plutôt des boîtes qui peuvent rapporter, ils les nettoient, ils les vident. Dans mon investigation, il y a une boîte qui s'appelle Page Jaune. Vous vous souvenez, Page Jaune. Vous êtes trop jeune, mais nous, quand on était un peu vieux, on avait les pages jaunes. Vous savez, c'était une machine à faire un fric pas possible. Je pensais que c'était le service public. Ça a été racheté par France Télécom, mais c'était une boîte qui avait commencé en 1945. Ça marchait vachement bien. Grosso modo, si tu étais bouché dans un bled et que tu voulais que ton numéro de téléphone apparaisse bien, tu achetais une petite pub. Et il y avait plein de pubs. Donc ça marchait vachement bien. Il y avait les pages blanches aussi. Les pages blanches, t'achetais un petit encart, et cet encart, tu le payais. Ça marchait vachement bien. Ils ont un LBO. Eh ben, j'ai eu la responsable CGT, elle dit, si vous saviez comment on en chie, c'est licenciement. Ils se sont sucés sur la bête. C'est les boîtes de câbles qu'ils ont rachetées qui ont dû rembourser l'achat de Patrick Drahi sur eux. Enfin, je veux dire, c'est ça la technique du LBO. C'est une technique financière, mais de vol, de hold-up. Et derrière, il y a les banques qui protègent, bien entendu, celui. Mais il faut avoir un nom pour faire ça, etc. Eh bien, le directeur de cabinet, la première LBO, c'est Delors qui a mis en place, un socialiste, en 84, pour les plus jeunes. Et la deuxième, c'est Balladur, un mec de droite, en 87, vous voyez. Le directeur de cabinet de Delors, Lagayette. Le directeur de cabinet de Balladur, de Croisset, tous les deux, une fois qu'ils ont fini leur boulot, ont été pris par Morgan Stanley, qui est la banque qui a le plus prospéré grâce au LBO. Vous voyez, c'est pas de la corruption. Enfin, c'est pas de la corruption. On n'appelle pas ça la corruption, c'est du pantouflage. C'est quoi? Ils ont fait une loi pour, grosso modo, que des banques se fassent un fric pas possible, que des mecs se fassent un peu possible. C'est un peu du hold-up. On a voté pour des mecs. Ces mecs prennent des conseillers, etc., qui décortiquent, détricotent depuis 30 ans l'État, les acquis, les choses qui nous protégeaient, en faisant croire que ces choses ne nous protègent pas, que ces choses sont archaïques, sont lourdes. Et à côté de ça, eux, ils proposent la souplesse, la rapidité, le fun, les poches remplies. Et donc, ceux qui tiennent la laisse, c'est une machine à montrer ça. On commence par la e-santé. Parce que c'est ça, à la base, quand même, le titre. C'est ceux qui tiennent la laisse. Donc, effectivement, on pourrait penser, parce que les nouveaux chiens de garde, ceux qui tiennent la laisse, on pourrait penser que ça parle de ceux qui sont au-dessus. Les patrons des médias, c'est ceux qui tiennent la laisse. Je veux dire, les Drahi, tu les retrouves, les Niel, tu les retrouves, les Bolloré. Bolloré, il n'est pas qu'en Afrique, il est dans les télécoms. Donc, ceux qui tiennent la laisse aujourd'hui, ce sont effectivement tous ceux qui ont prospéré grâce à la technologisation, le numérique. Tu les retrouves. Maintenant, du coup, qui se reconvertissent dans l'e-santé. Tu as des classiques, tu as des Bouygues et compagnie qui continuent, tu as les gars qui sont encore dans l'industrie, tu as les gars qui sont encore dans les services. Mais regarde, un mec qui est dans la deuxième révolution industrielle, celle des services, un gars comme Bernard Arnault. Je veux dire, il est dans le luxe, etc. Alors, il a un beau-fils qui s'appelle Xavier Niel. Sandrine Arnault, sa fille, qui est la patronne de Vuitton, et la compagne de Xavier Niel, avec qui ils ont eu 2 enfants. Donc Sandrine Arnault, qui est la fille de la première fortune française, et Maquet avec la 13e fortune française. Ils ont 2 enfants. Dans le film, on va s'interroger sur l'avenir de ces 2 enfants. On est un peu inquiet. C'est vrai qu'avec des parents qui sont aussi démunis, on se demande s'ils vont pouvoir réussir. C'est vrai, c'est une vraie question quand même. On s'inquiète quand même. Et bien, Bernard Arnault a monté un business angel qui s'appelle Aglaé Venture. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que toutes ces startups, ce numérique et cette 3e révolution industrielle, c'est des cools. Niel, il a les cheveux un peu longs, il a une chemise blanche, il a un jean. On le voit à la fin. Dans le teaser, on le voit, il essaie d'avoir l'air cool, genre ça va À exploser. la fin,
On se demande s'il n'a pas On pris... a une chance inouïe, investissez, soyez cool. On se demande s'il n'a pas pris des extasies ou s'il n'a pas sniffé de la coque à la fin. Il part en vrille à la fin. On a un écosystème de fous. Je peux pas m'empêcher de vous dire ça, quoi qu'on m'en dise. On est dans un truc de malade. Vous avez une chance fantastique. Créez vos entreprises, vous prenez pas de risques. On a envie que vous fassiez ça. On a envie que vous fonciez. On a envie que vous soyez capable de bouleverser cette économie. La France est un écosystème incroyable, en avance de face sur le reste de l'Europe. On a une tendance de fou. On va tout exploser. Pour indication, hein, c'est connu, Xavier Niel a fait quelques mois de prison pour proxénétisme. Ouais. Bon, c'est pas ferminé, il s'est fait l'argent, il a monté sa fortune sur le Minitel Rose. Oui, on connaît. Non, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on voit Bernard Arnault, qui est quand même quelqu'un qui vient de Roubaix, hein, de ma région, qui est parent de la bourgeoisie de Roubaix, qui est quand même quelqu'un d'un peu strict. Ouais. Donc au départ, Xavier Niel, quand il a dû savoir que sa fille fréquentait Xavier Niel, ça a dû un peu le choquer. Ouais. Et Xavier Niel, il sait faire du pognon apparemment, il sait utiliser. Donc pour un Bernard Arnault, qu'est-ce qui est le plus important ? Le pognon, Sa morale, un peu catholique, etc., ou le fric ? Il a mis la morale catholique au fond de la poche, hein, et les bifetons par-dessus. Voilà. Et effectivement, il monte un business angel lui aussi, Aglaé Venture, qui va un peu aussi dans la e-santé, mais lui, apparemment, il a l'air un peu aller dans la e-éducation. Alors, les profs, hein, faites gaffe, parce qu'ils arrivent aussi. Mais effectivement, le numérique est en train un peu d'étendre sa griffe sur quasiment tous les secteurs de la santé, société. Ça gagne du fric. Beaucoup plus encore que les produits sont plus chers, plus nombreux que l'éducation. L'éducation, il ne fait qu'à se faire, mais s'ils ont fait la santé, c'est pas un hasard. Et ils ont fait la santé parce que c'est le bon moment de sauter les verrous du service public. Parce qu'on était accrochés. Les Français étaient dans l'ensemble bien accrochés à leur service public. Ils aiment leur service public. Donc ils se disent, c'est l'occasion ou jamais de le faire sauter, ce verrou. Ouais. Cet amour pour le service public, il nous embête. Il nous embête, nous qui voulons nous faire du fric. Parce que là, il y a un véritable gisement. C'est plus des gisements d'or, etc. C'est des gisements de fric. Sous le service public, il y a de l'argent potentiel. Et là, c'est la bonne occasion de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. C'est qu'ils veulent, comme pour le taureau, hein, le terminer. Voilà. Ouais. On peut peut-être se débrouiller, ça ne se termine pas. Les camarades dans les hôpitaux se battent pour ça. Hein. Et il va falloir peut-être pas se contenter d'applaudir le soir, hein, dans la rue, d'être gentil, en plus d'être filmé par TF1. Si TF1 vous filme, c'est que c'est pas dangereux, hein, ça faut vous le dire. Hein. Vous avez beaucoup entendu parler de la e-santé, là, ce que je vous raconte, par CNews, TF1, même par Le Monde, France Inter ou Libération. Non, c'est quelque chose qui est plutôt repoussé, vous le voyez un peu dans la presse financière. Zoï, ça n'a pas fait la une des médias. Hein. Et effectivement, il y a un genre de hold-up sous-jacent qui est en train de se faire, qui pose vraiment de sérieuses questions. Les risques sanitaires sont importants, en plus du hold-up. Hein, ils nous vident notre argent, mais ils nous posent pas un monde de la santé, un système de santé qui va être meilleur que celui qu'on est en train de quitter. Alors, ça ne veut pas dire que ce système de santé va bien, il ne va pas bien. Ça ne veut pas dire que le système de service public va bien, il ne va pas bien. Hein. Il y aurait du travail à faire, comme peut-être les autres services publics ont été démantelés. Il y avait des choses à améliorer, mais certainement pas à les démanteler pour qu'une minorité récupère la donne. Tu as tout à l'heure évoqué l'expression, on reprend un peu un vocable bourdieusien, c'est ce que tu appelles la nouvelle noblesse d'État. C'est l'oligarchie, noblesse d'État, enfin une noblesse de temps, ils sont un peu dans l'État. C'est-à-dire que, grosso modo, ceux qui tiennent à l'aise, ben, t'as des grandes fortunes, des milliardaires, des grands patrons, qui ne sont pas, grosso modo, dans l'État. Les Niel, les Arnault, les Bouygues n'ont jamais été dans l'État. Hein. On n'en est plus à Schneider, le patron du Creusot, tout ça, qui était au même temps élu et en même temps grand capitaine d'industrie. Mais à côté de ça, il y a des passeurs, hein. Il y a tout ce qu'on appelle le monde des hauts fonctionnaires, hein, une noblesse d'État des hauts fonctionnaires. Alors, est-ce qu'ils sont au bout de la laisse, les Macron, ou est-ce qu'ils tiennent la laisse en partie ? On peut dire les deux, mon capitaine. Je ne suis pas tout à fait au bout de la laisse, mais parfois, il est quelque part dans une laisse fictive où il fait tout ce qu'il faut pour que les autres, là, ils engraissent. C'est ça. Et là, il n'y a pas de l'ordre du complot, etc. C'est une classe sociale, une caste sociale qui a toujours existé. Vous allez me dire... mais qui est en train de se renouveler, justement. Et peut-être certains vont me dire, mais c'est pas très nouveau ce que tu racontes. Non, c'est pas forcément très nouveau, hein.
Je veux très nouveau. On n'est pas toujours obligé de faire du nouveau, parce que la machine capitaliste, elle existe depuis pas mal de temps, et c'est bien de le rappeler plutôt que toujours vouloir faire du nouveau. Voilà, ça c'est important. Mais deuxièmement, elle accélère en termes de gains. Ça, c'est important quand même. Elle accélère. Et elle accélère même plus en créant de la valeur. Parce qu'encore, Renault et Peugeot, au début du 19e siècle, faisaient des bagnoles, ils créaient un peu de valeur, etc. Il y avait un peu de PIB, soi-disant, de croissance, de richesse. Mais là, souvent, c'est fictif. Les GAFA, Google, etc., c'est fictif. Donc, il n'y a pas de création de valeur. Il y a énormément de destruction d'emplois. Avec l'intelligence artificielle, etc., ça dégomme. Donc, effectivement, avec du chômage comme ce n'est pas permis, donc il prospère en plus sur une bérésina économique et sociale. Ouais. Donc, c'est une caste, une classe qui se reproduit dans des écoles d'élite, qu'on retrouve dans des lieux comme le Siècle, qui fréquentent des lieux, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des financiers, c'est des grands patrons, c'est des politiques, bien entendu, et grosso modo, une grande part du spectre politique. Une nana comme Hidalgo qui est, je ne sais plus, peut-être à 0,2 dans les sondages, 0,1, même elle est à moins 2, non peut-être, moi je déconne, mais enfin elle est à 5. Elle peut remercier Hollande qui a quand même réussi à mettre le Parti Socialiste à 1,5. Ça je veux dire, on peut l'applaudir. Et arriver à mettre le Parti Socialiste à 1,5, c'est formidable quand même. Ouais. Et l'autre, il continue à parader dans les médias. Je veux dire, je ne sais pas, il devrait être sifflé, c'est le minimum. Hein. Mais enfin bon, bref. Hidalgo, elle était à l'inauguration de Station F avec Xavier Niel. Station F, incubateur de start-up le plus gros européen, c'est Alfréciné. Enfin, je le dis parce que plein de gens ne connaissent pas quand même. Ils ont le droit de ne pas connaître ce que c'est Station F. Donc, inauguré par Macron, président de la République. Il y avait Xavier Niel, il y avait bien sûr Bernard Arnault, et il y avait Anne Hidalgo. C'est-à-dire tout le PS de Paris, ils sont dans cette logique-là. Ils sont en train, par exemple, de supprimer l'Hôtel-Dieu, qui fait partie de la PHP, qui est dans le cœur historique de Paris. Et à la place d'une grande partie de l'Hôtel-Dieu, il y a toute une promotion immobilière avec hôtel de luxe, appartements chers, commerce de luxe, et à côté, un gros incubateur de start-up. Voilà, de start-up. C'est-à-dire qu'à côté de Notre-Dame rénovée, de la Samaritaine de Bernard Arnault, du musée de Pinault. On fait un autre lieu pour un public de tourisme international, friqué, où les gueux est dehors. Et ça, c'est le PS qui le met en place aussi. Ouais. Donc vraiment, cette logique économique qui va droit dans le mur au moment où la planète est en train d'exploser, de croissance économique, de consommation, de produits dont on pourrait se passer énormément. Le PS est un accélérateur avec la droite, avec Macron. Probablement Macron, c'est la droite et le PS ensemble, hein, de ce genre de processus dont il va falloir fatalement se débarrasser. Se débarrasser. Et quand on parle de noblesse, ils se reproduisent. Ils se reproduisent. C'est pas comme les pandas. Ils arrivent à se reproduire. Alors, parfois, c'est pas toujours évident, mais ils y arrivent quand même. Hein. Et vous voyez les héritiers. Bernard Arnault, il a Sandrine, il a Antoine, il a toute la suite. Bolloré. Maintenant, Xavier Niel et Sandrine Arnault ont 2 enfants. Oui, mais ils sont tout petits. Donc, eux, ils n'ont pas encore la boîte, mais ça va arriver. Ça va arriver à 2 ans. Mais après, il y a peut-être comme les régents. Hein, à 8 ans, tu peux peut-être avoir la boîte. Enfin, ça, je ne sais pas. Bolloré, il a sa suite qui arrive. Pinault, il a François-Henri Pinault. Enfin, ils ont tout. Bouygues, il a les derrière. Faut voir. J'ai les photos, vous les voyez comme ça. Vous voyez. Comme les rois, comme les monarques, comme les nobles. Ils ont les... Et c'est vachement démocratique. Hein. C'est vrai qu'on vote pour eux. Ils se transmettent leur fortune due à des hold-up de nos acquis qu'on a acquis après-guerre avec des services publics, avec quand même une politique un peu différente que c'était. Et ils récupèrent tout. Tout. Alors après-guerre, ils n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient tellement collaboré qu'effectivement, il fallait mieux qu'ils se ferment leur gueule. Parce que s'ils ne voulaient pas être exécutés, ils ont lâché un peu, mais ils récupèrent tout ce qu'ils ont lâché. Ouais. Tout. Donc voilà, il y a des élections qui se passent. Dans quelle démocratie nous nous trouvons? À quoi ça sert de voter? Mais vous imaginez bien que sans la lutte derrière et une lutte sociale qui a conscience de ça, le vote ne va pas suffire. Parce que de tous les candidats, il y en a quand même un gros paquet qui font partie de cette caste-là. Ouais. Et qui jouent ce jeu-là.
de décortiquage, etc. Beaucoup d'énarques, de hauts fonctionnaires ont des accointances à gauche. De toute façon, il y a une suite logique. Le PS, ça a servi de tremplin à Macron, et Macron sera sans doute réélu, donc on va sans doute avoir 5 années pire encore que les 5 qu'on vient de vivre. Là, pour terminer, on est en train ça y est, on retourne là, on tourne. Ouais. On a fait des crowdfunding, on n'a pas tout à fait encore l'argent. Je le dis, vous verrez, nous, on vous demande un peu de nous aider, parce que c'est pas effectivement eux qui vont nous aider. Vous voyez bien ? Et on a reçu de l'argent, mais on avance là. On tourne, on aura peut-être besoin d'argent aussi pour le montage. Donc n'hésitez pas, parce qu'une contre-information, ce que vous entendez très peu dans les médias, à part dans le média ici, mais c'est une contre-information, et vous aussi vous demandez que les gens vous aident pour pouvoir... Parce qu'en attendant qu'on reprenne le pouvoir, qu'on nationalise ou qu'on fasse un vrai service public de l'information, pas contrôlé par l'État, mais contrôlé par l'impôt et les citoyens, qui permettent d'avoir une information libre, où nous tous les journalistes, on est libres, en attendant, il faut bien qu'on se démerde. Donc, vous demandez de l'aide, moi aussi je demande de l'aide, et grosso modo, on va essayer de finir le film pour le début de 2023. Parce qu'on a eu une idée hier, on se disait, mais si on le présentait à Cannes, ça pourrait être rigolo, ceux qui tiennent la laisse à Cannes. Alors on a peu de chance d'y aller, mais c'est tellement... Ce système-là est tellement un système qui peut autoriser des choses tant que c'est pas menaçant. Donc Cannes, c'est pas forcément menaçant, mais l'intérêt, je vous le dis juste pour terminer, on a fait faire une enquête. Ce film, c'est une enquête. Alors, plutôt que ça soit des mecs de la BAC ou des flics, parce que toutes les séries, maintenant, c'est des flics, des séries sur les flics, on a fait une sociologue qui fait une enquête de sociologue. Vous allez voir, cette sociologue, c'est aussi une flic dans une série. Elle s'appelle Corinne Maziro. Ça va être ça un peu l'idée. C'est qu'il y a un grand sociologue du début du siècle qui s'appelle Max Weber. Ça, c'est pour ceux qui ont fait sociaux, etc. Et qui dit, grosso modo, dans un de ses bouquins, voilà, contrairement à cet appétit de vouloir à chaque fois accumuler de l'argent, le capitalisme bourgeois, celui qui se met en place, a su réguler cette envie et l'atténuer. Et Corinne Maziro, qui est une sociologue d'aujourd'hui, avec un perfecto, dit à Max Weber, mais t'en es sûr, Max ? Parce qu'au regard de ce qu'on est en train de vivre, le capitalisme n'a pas d'être raisonnable. Professeur Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, quel honneur. Alors, vous n'êtes pas d'accord quand j'écris l'avidité sans limite. L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le capitalisme, bien moins encore son esprit. Le capitalisme s'identifierait plutôt avec la domination, à tout le moins avec la modération rationnelle de cette impulsion irrationnelle. C'est quand même bien trouvé, non ? Franchement. Impulsion, domination, ouais, c'est pas mal ça, le côté capitaliste, sadomaso. Ouais, l'image est pas con. D'autant plus, c'est vrai, pour amasser des fortunes abyssales, gargantuesques, il faut savoir donner des coups tordus, foireux. Et du coup, les maîtres et maîtresses capitalistes, vous pensez vraiment qu'ils ont intérêt à être contrôlés par des citoyens, enfin par la puissance publique? Et donc on va faire une enquête, mais par contre, ce qu'on a mis déjà sur Internet, ces courts-métrages, ça attire énormément de catégories sociales qui vont peut-être pas au cinéma. Et l'idée, c'est avec quelqu'un comme Corinne, c'est de populariser le film et de faire que des gens qui vont plus du tout au cinéma, ils puissent y aller pour débattre aussi, parce que c'est pas la télé qui leur permettra de comprendre et de pouvoir débattre. Donc l'idée, c'est de mener des films au cinéma dans des lieux où il existe encore une possibilité de débat, comme on a fait avec les nouveaux chaînes gardes, pour continuer à mener de la contre-information et aussi peut-être des idées de changer un peu tout ça quand même. Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante Index. La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et 1 million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé
d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures bâillons. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions. Les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée. Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.